regardez Midi 1 TV Afrique, soyez les bienvenus dans votre émission Croissance Verte, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous informe sur les questions liées au développement durable et à l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons de l'aménagement de l'espace vert dans la ville dakaroise. Il y a quelques années, la capitale sénégalaise avait perdu toute sa beauté, urbanisation galopante, ordures dans les rues et arbres coupés. Pour y remédier, l'État du Sénégal a pris des initiatives pour aménager des espaces de vie agréables et embellir les places et jardins. Ces initiatives ne sont pas seulement menées par l'État, même les communautés s'engagent afin d'avoir un meilleur cadre de vie. Ces efforts sont bien visibles, mais il reste beaucoup à faire. Nous en parlerons en deuxième partie d'émission avec notre invité, M. Oumar Ba, directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique. Mais d'abord, place à notre reportage. Il est signé Daouda Sow et Maïdir. Dakar, la capitale sénégalaise jadis appelée Cap-Vert pour sa nature verdoyante, a au fil des années vu ce statut s'effriter à cause d'une urbanisation anarchique. Mais actuellement, de plus en plus de personnes se mobilisent pour pallier à cela, que ce soit dans les quartiers, aux abords des routes ou dans les établissements scolaires. Des arbres sont plantés un peu partout. Une façon de redonner à Dakar son statut de ville verte par l'aménagement d'espaces verts. Dans ce combat pour l'environnement, un homme se distingue particulièrement. Lui, c'est le capitaine John des Eaux et Forêts. Ces journées, il les passe au service de l'arbre, à conseiller, sensibiliser, orienter, reboiser. En ce qui concerne Dakar, la particularité, c'est un constat réel, il n'y a pas suffisamment d'arbres. Et je me suis donné comme objectif de faire le maximum pour produire au niveau de la pépinière le maximum d'arbres pour donner aux populations. Autre chose maintenant, c'est de descendre et de les accompagner. D'ailleurs, c'est à l'école élémentaire Amadou Ibrahima Seck de Dieuppeul que nous l'avons retrouvé. Sur place, comme au quotidien, il est venu initier les jeunes apprenants au reboisement. De forts moments d'activité, d'écoute, de partage avec des élèves tout excités. Avec les trois, vous vous approchez, les trois, Soukoulen, voilà. L'homme, au-delà de la mission régalienne que représente pour lui le reboisement, est un passionné de la nature, fils de cultivateur. Cela a d'ailleurs joué dans le choix de sa vocation actuelle. Ce qu'on m'a appris par rapport à ma religion, j'ai vu que mieux vaut passer sa vie à planter des arbres, avoir la bénédiction du Tout-Puissant, ici au niveau de l'au-delà. Et ça, c'est dit dans le Coran. Passez votre temps à planter. Le prophète a dit que si à votre dernier souffle, vous pouvez planter un arbre, faites-le. Corps professoral comme administratif sont tous mobilisés pour l'activité. Le maître des lieux salue l'initiative du capitaine. Dans cette école primaire, où les élèves sont sensibilisés à l'importance de l'arbre. Il y a seulement la plantation qu'on a fait avec les élèves, donc qui ont appris beaucoup de choses en plantant. C'était des leçons. Ensuite, les plantes sont protégées et qu'on a responsabilisé non seulement chaque maître et les élèves de cette classe pour entretenir les arbres. À côté des écoles, les ménages sont tout aussi conscients de l'utilité des arbres au sein de leur cadre de vie. C'est le cas à la cité Murtala II, située non loin de la voie de dégagement nord VDN. Ici, les espaces verts ont été aménagés de commun accord entre le promoteur de la cité et les copropriétaires. Pour l'entretenir, effectivement, les différents membres de la cité, à travers l'association de copropriété, cotisent tous les trimestres un montant bien déterminé qui nous permet aujourd'hui, sur la base de ces cotisations, de pouvoir gérer tout ce qui est charges récurrentes par rapport à l'amélioration du cadre de vie. Par exemple, l'espace vert tel que vous le voyez,
nécessite forcément un abonnement à la SDE pour l'arrosage du gazon et des différentes plantes. Donc ça, c'est déjà une charge. Il faudrait également payer à un jardinier professionnel son salaire pour qu'il puisse venir, s'il faut mettre des produits, les mettre, s'il faut tailler le gazon, le faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Monsieur Fall, le président du syndic, est aussi un amoureux de la nature. D'ailleurs, tout autour de sa résidence comme à l'intérieur, on trouve de la verdure. Moi, je trouve que c'est très agréable qu'à la descente le soir, on traverse tout cet espace avant d'entrer chez soi. Et j'en ai même encore un autre jardin au deuxième étage. Là également, généralement en période d'été, quand il fait chaud, c'est vraiment un cadre idéal où quand tu mets un matelas, tu as vraiment le temps, un espace idéal pour prendre ton thé. Des fois même dîner sur la terrasse à côté des plantes, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis ma très tendre enfance, quoi. Tout comme lui, son voisin est dans la même situation. Lui a toute une histoire avec ses 3 cocotiers. Quand je faisais construire ma maison, l'architecte avait pensé ne pas tout occuper. Il a laissé vraiment du terrain tout autour de la maison. Et ce qui m'a permis, donc en achetant juste des bouts de cocotiers à 5 000 francs l'unité, d'avoir vraiment aujourd'hui des bouts qui avaient vraiment une hauteur de 1 mètre, 1 mètre 50 quoi. Et aujourd'hui, c'est des cocotiers qui vont jusqu'au deuxième étage, avec des fruits, avec de l'ombre. Ces jardins et autres espaces verts ont influé dans le quotidien des habitants de Murtala 2, surtout des enfants. Et les grandes personnes, naturellement, le soir, après le dîner, ils peuvent faire leur 100 pas, voilà, le temps de digérer un repas. Et heureusement, si vous étiez là entre 18h et 19h, vous allez vous rendre compte que les enfants sont carrément dans leur milieu. Ils occupent leur jardin pratiquement à partir de 18h jusqu'à 19h30, le temps de s'amuser. Et nous également, dans la cité, nous avons mis en place un dispositif de sécurité. Et généralement, dès que les enfants sont là, il y a un gardien qui est là. Toutes ces actions, en vue d'embellir ou de rendre plus vivable son cadre de vie, sont saluées par le professionnel dans le domaine de l'environnement. Si la population réagit, n'attend plus l'État, c'est la tendance positive. C'est que si une population arrive à être consciente de la situation et essaie de prendre en main la situation, de renverser la tendance, automatiquement nous on est preneurs. Et ça nous facilite même la tâche. Ça veut dire que si vous rebasez, les gens vont prendre la peine de pouvoir entretenir et de suivre ces arbres-là. Après Murtala 2, un tour à Djepel et Hariala, en compagnie du capitaine. Ici, ces arbres situés le long de la route ont été plantés en 2016 par cet agent des eaux et forêts. À cet arébus, il faisait très chaud, il y a de cela 3 ans, faute d'arbres. Mais aujourd'hui, clients comme vendeurs se prélassent tranquillement à l'ombre de ces arbres, devenus aujourd'hui adultes. Un pur bonheur pour l'auteur de cet exploit. C'est une satisfaction totale. Hein? Je dis que quand je dors très bien. Je me dis, alhamdoulilah, j'ai réussi ma mission. C'est toujours ça. Parce que c'est une mission qu'on est en train, et une mission divine en même temps. Regardez, ici, il n'y avait rien du tout. On a pu les planter et arriver à ce stade. Maintenant, le problème qui se pose, c'est à chaque fois on doit les entretenir. Ailleurs, le cadre de vie est encore très pris au sérieux. À la Cité Marine, par exemple, une place publique fait l'objet de toutes les convoitises. En effet, l'espace attire plus d'un curieux. Certains y viennent par curiosité ou pour la découverte. D'autres, par contre, viennent pour se détendre, profiter aussi de la beauté de l'endroit, seul ou entre amis. Pourtant, il y a quelques mois, cette place n'était qu'un dépotoir d'ordures. Des populations venaient des quartiers environnants pour y déverser leurs déchets, ce qui a poussé cet artiste
à prendre les choses en main. bu nekkoon mbalit bi kese sax ñoo xamante ne papier lay doon wala ay mbuus lay doon mun nañ ko tenir waaye lu demee ne ay xaj bu dee wala xar bu dee ay muus yi xamante ne moom mënoo ko garder sa kër ak loo xamante ne mënoo lu mu da demee daal mënoo ko garder sa kër mu lay sonal si xet bu bon def naa waroo ko def sa morom doomu aadama ñëw di ko sànni si buntu këram même boo fekkente ne sax sànni ko si buntu këram en face këram boo ko defee daal dafay mel ni tëñu nga ko daal moo tax ñu jël yenn station bi ñu ne xaaral daal pourquoi pas mënuñu jóg defal suñu bërëb. Depuis 4 mois maintenant, le quotidien de Sissoko se limite à rendre plus belle et plus propre cette place. Chaque matin, jusqu'à tard dans la soirée, il y passe ses journées à balayer, réfectionner, peindre ou reboiser. Tous les financements sur fonds propres, un choix personnel, sa façon d'apporter sa pierre à l'édification de sa localité. defar bi daal métti na lool ndax commencement bi loo xamante ne bon recyclage la quoi pneu la loo xamante ne dafa dee nga dundal ko pneu la dañ ko sànni te fu ñu ko sànni noonu il faut ngay dem foofu ñoo na gaa ne di ko jël indi ko dugal si oto indi ko dundal ko nag pour nit ñi mën a xool image bu rafet si li nga defaroon daal bon yemul pneu bi kese parce que commencé wul pneu bi kese lépp loo xamante ne gis nga ko li jëlee buntu école ba église ba lépp loo gis si pavé ñu ñëw ko jël suñu xaalis indi ko defar jël ciment suuf doole bi ñëw xel ak loo xamante ne poche lu jóge si sa poche maanaam koom-koom bi xaalis bi ñu ñëw defar ko. Un nouveau visage des lieux, apprécié par les populations, cette dame, vendeuse de nourriture, installée sur le site depuis plusieurs mois, témoigne. Selon elle, l'initiative de Sissoko a considérablement changé leur vie. ba mu liggéey ci keroog ba ma ko ñu war a cotiser mu ne cotiser loo ma kenn samay sœur ngeen ak sama yaay ñoo fi nekk damay defar ba mu baax ngeen toog te mu dëggu ci moom nag laa ma poosam bii monsieur le maire dafa ñëw fii jox ko ma téléphone am ñu ko nag ma woo ba mu xëyee man nga woo nga man dama du ma ko woo ba ma dawee liggéey yàgg na te dërëm kenn demu ci te muy dëgg it man joxewu ma sama morom joxewul su nga fii sën la woon ak mbalit ñu fi daan jaay suñu wàccee suñu tànk yi ñu mën ko jóge Sococim waaye macha allah si soof si ba mu baax def liggéey bu rafet. Mais lui est très loin de se voir en bienfaiteur ou sauveur. L'homme préfère toujours garder son humilité. Pour Sissoko, son acte est plutôt un devoir accompli. Contenté bu baax parce que loolu laa si bëggoon na aussi defar bërëb bi jëmbat ko ay garab nit ñi di ñëw di si fexlu di ñaan parce que même waxuma sax toogaay bi rek ñu ñëw di si toog am na borom oto yoo xamante ne dañ doon jaar bu timis jotee dañuy ñëw rek gaane jël seen basang te kii ko lal ko commencé julli loolu rek bu sant yàlla la quoi moo tax nag mu gën a am courage ak ñi nga xamante ne di romb seen yenn na ko si maanaam dëkkuñu fi sax mais ñoom da lay encouragé. Lors de sa prestation de serment en avril dernier, le président Macky Sall s'est engagé pour ce quinquennat à améliorer le cadre de vie des populations et la sauvegarde de l'environnement. Aujourd'hui, des actions citoyennes comme publiques se développent un peu partout dans le but de veiller à vivre dans un cadre sain. Les habitants espèrent que des initiatives du genre se poursuivront. La ville de Dakar s'embellit davantage. Nous sommes avec notre invité, M. Oumar Ba. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonjour aussi à vos téléspectateurs. Pourquoi doit-on aménager les espaces verts dans une ville? Est-ce important? À votre avis, est-ce du devoir de la ville? C'est plus qu'important, c'est même vital.
Les villes se sont développées traditionnellement contre la nature, parce que ce sont des espaces ruraux ou sauvages, et l'homme par son action est venu enlever tout ça, enlever les arbres, pour pouvoir installer la ville, donc du béton, des routes, etc. Jusqu'à un certain nombre d'années, donc c'était le développement normal des villes, et avec une prise en conscience progressive, et maintenant mondiale, de cette nécessité-là d'avoir des villes résilientes, et des villes qui accueillent la nature, qui font pas contre la nature, mais avec la nature dans toute sa diversité. Donc qui préservent aussi la biodiversité. Parce que les villes aussi sont génératrices certes de richesses, mais aussi sont génératrices de nuisances de toutes sortes. Ce sont les usines, ce sont les pollutions de toutes sortes, donc l'automobile, etc. Donc pour compenser, il est plus qu'important, il est même vital que les villes aient cette touche verte-là. On l'a vu dans le reportage, à côté des actions menées par la commune, il y a des citoyens qui s'engagent à améliorer les espaces publics. Qu'en pensez-vous? Je m'en réjouis. À titre personnel déjà, parce que j'ai une grande sensibilité sur ces questions-là. Je suis très content de voir le capitaine John, que je connais, que j'ai côtoyé dans une vie antérieure, parce que à mes heures perdues, par exemple, je suis pépiniériste, et ils m'ont accueilli dans le parc de Anne, où j'ai une petite exploitation que je développais à titre personnel. Et l'idée, c'était de promouvoir l'agriculture urbaine et le développement des espaces verts dans la cité. Concernant les particuliers, effectivement, vous avez montré quelqu'un qui se trouve à côté du terrain de football de Castor. Exactement. Il y en a des dizaines comme ça, des centaines, qui n'ont attendu personne parce que c'est de leur devoir de citoyen que de le faire. Et ce sont des actions que nous encourageons beaucoup au niveau du ministère et que nous encourageons de manière générale. Et ce n'est pas vraiment Dakar. Récemment, j'ai rencontré un jeune, permettez-moi de citer son nom, il s'appelle Talla Ndiaye, qui est à Darou Mousty, à l'intérieur du Sénégal, et qui a pris sur lui de venir planter des arbres. Il en a planté des centaines pendant les derniers mois, tout seul, sans l'aide de personne, parce qu'il y croit. Et ce sont des gestes d'éco-citoyenneté que nous encourageons et que nous saluons. C'est des gestes éco-citoyens, vous dites, c'est un devoir citoyen. Pensez-vous pas que la responsabilité, elle est partagée? Elle est partagée, évidemment. Ça commence par l'État, forcément, parce que c'est l'État qui est en charge d'assurer le bien-être à l'ensemble de la population, de toute la population dans ses différentes couches. C'est l'État à travers ses démembrements, donc qui sont les gouverneurs, etc. Donc, mais aussi ces démembrements que sont les collectivités, donc le pouvoir décentralisé. Ce sont les entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, ce sont les ONG et ce sont les populations de manière générale. Parce que quoi qu'il en soit, respirer un air pur, cela ne devrait pas relever du luxe. Et donc ça devrait être aussi à la portée de tout le monde. On dit souvent qu'il faut un esprit sain dans un corps sain, mais aussi il faut une population saine dans un cadre sain. Et un cadre sain, c'est un cadre évidemment vert, c'est un cadre dans lequel on peut respirer, c'est un cadre dans lequel on doit pouvoir se déplacer, c'est un cadre dans lequel on doit pouvoir s'épanouir. Vous l'avez dit tout à l'heure, justement, parfois les citoyens se mobilisent avec leurs propres moyens financiers, on l'a vu dans le reportage. Est-ce que l'État prend des résolutions pour accompagner ou appuyer financièrement ces jeunes volontaires? Oui, nous sommes en train de mettre en place au niveau de, évidemment, vous m'avez présenté comme directeur, ce que je suis directeur général du cadre de vie, oui. Donc rattaché au ministère de l'urbanisme, donc le même ministère dépendant du président, donc qui a donné des instructions fortes là-dessus. Une des annonces fortes, par exemple, c'est un prix du chef de l'État pour la propreté. Lorsque ça a été annoncé, les gens ont pensé tout de suite que c'était exclusivement réservé aux communes, par exemple pour avoir la commune la plus propre. Nous pensons avoir aussi un prix pour le quartier le plus propre, pour l'école la plus propre, et aussi sanctionner quelques initiatives citoyennes comme celles que nous venons de voir. Ça aussi, c'est un encouragement. Et maintenant, au niveau de la direction générale du cadre de vie, nous sommes en train de mettre en place une plateforme pour promouvoir toutes ces initiatives-là. Toutes ces bonnes initiatives qui se font à gauche, à droite. C'est l'effet papillon ou l'effet colibri, comme on peut l'appeler. Ce sont des gens qui juste font leur petit devoir à leur petit niveau. Mais c'est en agrégeant l'ensemble de ces petites actions-là au quotidien, de ces petites actions citoyennes et individuelles qu'on peut peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus grand au niveau national.
Et les jeunes qui ne savent pas s'y prendre, qui sont volontaires, mais qui ont besoin du financement, est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour acquérir ce financement? Le Sénégal, ça aussi c'est une instruction du chef de l'État, a dans ses projets phares ce qu'on appelle le PSE vert. Donc pour donner une dimension vraiment environnementale au projet de développement économique. Donc effectivement, récemment, nous avons rencontré la direction à l'entrepreneuriat rapide pour avoir des lignes de financement sur ces aspects-là. Par exemple, pour les jardiniers ou des gens qui travaillent dans la promotion de l'environnement et principalement aussi dans la gestion des déchets, parce que tout cela aussi est lié. Exactement. Alors, depuis quand l'État a-t-il pris conscience de l'importance d'aménager ces espaces verts et quels sont les progrès réalisés jusqu'ici? Enfin, l'État en a toujours eu conscience. Seulement, effectivement... Depuis quelques temps, hein, parce qu'avant, Dakar avait un autre visage. Il y a un regain, on va dire. Mais si on fait une analyse sur un temps beaucoup plus long, on voit que les grands aménagements ont été faits pendant la période de l'indépendance, voire même avant. Et ça, c'était le rôle de l'État. Quand vous regardez les axes majeurs de Dakar, par exemple l'avenue Bourguiba, en général, sont de très très belles plantations, de très belles espèces qui ont été plantées pour la plupart dans les années 60, voire dans les années 70. Effectivement, années 80, la crise est passée par là, période d'ajustement structurel. Peut-être que l'État avait d'autres priorités, peut-être que l'État, à un moment aussi, avait un peu laissé les bras. Là, il faut s'en réjouir. Il y a un regain, comme vous le dites, et ça, c'est quelque chose à saluer. Et c'est une dynamique forte, par contre, ce n'est pas un effet de mode, parce que là, il y a une prise en compte, une prise de conscience globale, et vraiment très très profonde sur cette question-là. Je vais parler de PSE vert, oui. Je pense que ça, c'est un positionnement fort. Même à un petit niveau, il y a la direction générale du cadre de vie. On a voulu en faire une direction générale pour donner encore beaucoup plus de poids à cette dimension-là. Donc le verdissement et l'amélioration du cadre de vie dans les zones urbaines, et évidemment dans les zones rurales, mais aussi principalement dans les zones urbaines, parce que le phénomène de l'urbanisation est un phénomène extrêmement fort. Nous avons également vu dans le reportage les enfants qui sont sensibilisés. Vous ne pensez pas que cela peut être aussi, doit être important, comme c'est important, pardon, et que ça doit se passer dans toutes les écoles au Sénégal, cette sensibilisation? Et au niveau de la direction générale du cadre de vie, nous avons une direction qui s'appelle la direction de la sensibilisation et des partenariats institutionnels. Et une de ces missions, c'est de travailler à cela. Récemment, nous avons accompagné le ministère de l'Éducation nationale pour l'ouverture des classes, donc pour avoir des classes un peu plus propres et un peu plus accueillantes. Et nous sommes en train de travailler sur un partenariat beaucoup plus long pour intervenir carrément dans le curricula. Je vous en ai parlé tout à l'heure, du prix pour l'école la plus propre. Nous sommes en train de travailler sur le cahier des charges. L'idée, c'est de travailler en harmonie avec les inspections d'académie pour avoir des concours au niveau local et ensuite monter jusqu'à avoir un concours national. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes persuadés, et je pense que en tout cas ce point de vue est largement partagé, que le focus devrait être fait sur l'éducation nationale et sur la jeunesse. On ne saurait désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est très tôt, dès le berceau même, peut-être qu'il faudra inciter les enfants et les élèves à avoir cette sensibilité sur les questions d'écologie, sur les questions de verdure, pour en faire plus tard des éco-citoyens. Les habitudes étant difficiles à changer, il faudra commencer très très tôt. Les enfants sont très peureux, très réceptifs et aussi n'ont pas d'appréhension par rapport à ces questions-là. Effectivement, comme vous le dites, il y a peut-être une grande marge de manœuvre et surtout beaucoup d'initiatives à faire dans ce domaine-là. Rapidement, on prend des initiatives. Vous ne pensez pas qu'il y a un manque de suivi rapidement? Jusqu'à présent, il y en a eu, mais là, c'est une décision quand même forte parce qu'on est toujours attendu sur ces questions. On dit qu'est-ce que vous faites en termes de suivi, qu'est-ce que vous faites en termes de suivi. Donc le suivi sera assuré. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu une prise de conscience dans d'autres villes africaines où l'urbanisation est-elle priorisée? Le Maroc, que je pourrais citer, qui m'inspire beaucoup et qui nous inspire beaucoup, nous avons fait du benchmark, nous avons été à Abidjan, nous avons été dans certains pays de l'Afrique de l'Est. Évidemment, c'est une tendance globale. Effectivement, le Rwanda, bon, il faudra le citer pour ne pas passer pour des jaloux, mais effectivement, c'est peut-être, pour certaines quand même, ont bénéficié
des bienfaits de la nature, du fait de leur position géographique. Il pleut un peu plus souvent que dans les zones humides ou arides, voire sahéliennes, comme sous nos tropiques. Mais effectivement, c'est une tendance globale. Et quelles sont les futures résolutions prises par l'État pour réussir à aménager Dakar et ses banlieues, ainsi que tous les Sénégal? Pour Dakar, c'est beaucoup de projets qui sont actuellement en cours. Nous sommes en train de travailler avec la Géroute, qui est un de nos partenaires, pour aménager les principaux ronds-points, en partenariat avec la mairie de Dakar. Il y a un grand projet d'aménagement de la corniche qui partirait vraiment du port et arriverait jusqu'aux Almadies. Je le cite pêle-mêle, le parc de Cambérène, donc qui est l'un des rares poumons verts de Dakar qui est en voie de restauration. Le parc d'Anne, évidemment, et plein de projets, notamment de sensibilisation. Je pense que c'est une question importante aussi. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Oumar Ba, d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est moi qui vous remercie encore en espérant que beaucoup plus de verdure dans nos villes africaines pour ne pas avoir cette impression de grisâtre. Je rappelle que vous êtes directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Croissance Verte et bonne suite de programmes sur Média 1 TV Afrique.